Bienvenue à tous qui nous rejoignez sur Internet pour cette troisième table ronde de l'après-midi consacrée à l'éco-aventure et aux éco-aventuriers. Nous avons un panel prestigieux une fois de plus sur cette estrade avec des représentants d'univers extrêmement différents. Je vais commencer par notre modérateur, Adrien Piquera, dont la poigne dans la manière d'affronter et de prendre à bras-le-corps les problématiques d'éco-responsabilité dans le sport est quasiment sans égal. On aura l'occasion de le découvrir tout à l'heure. À sa gauche, Charlotte Bocquet, qui représente une institution qui s'appelle Chiloé et qui nous expliquera ce dont il s'agit. À sa gauche encore, Clément Chapelle, éco-aventurier, initiateur de l'association Plogaton, qui nous parlera de toutes les choses assez extraordinaires qu'il fait, dont récemment un Ironman à ramasser des déchets. Quand on sait déjà ce que c'est qu'un Ironman et qu'on le passe à ramasser des déchets, c'est assez spectaculaire. Vincent Dry, qui représente la Madjack, un événement tout à fait particulier, une série d'événements tout à fait particuliers sur lesquels il s'épanchera pour nous montrer une des manières de partager l'éco-aventure au niveau du territoire national. Et enfin, nous avons Pierre-Frédéric Le Carrère, qui, outre le fait d'être un de mes anciens étudiants à la Paris School of Sport, s'est dit on doit tous faire notre part du colibri. Et il est venu en fait de Bretagne en vélo pour ses états généraux Sport Planète. Donc j'imagine que quand il a flashé le QR code pour calculer son bilan carbone individuel, le résultat a dû être zéro, puisque, enfin si, il a émis des gaz à effet de serre pour les expirations en CO2 de son effort, mais en dehors de ça, c'est rien du tout. Félicitations à toi. Je crois que nous attendons un dernier invité. On attend Benjamin de Moliens, qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Il a eu des problèmes de bus. Il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle une grève, et apparemment, il en a été sujet. Donc il arrive. Et il arrive en courant, puisqu'il n'avait pas de bus sur les derniers kilomètres. Je vous demanderai de l'applaudir quand il arrive. Exactement, quand il arrivera, oui. Donc le thème de cette troisième table ronde de l'après-midi, c'est éco-aventure et éco-aventurier. Qui, pourquoi, comment? C'est à vous. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, vous êtes tous éco-aventuriers ici dans la salle. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi. Le sens même de l'aventure, c'est d'expérimenter seul ou à plusieurs quelque chose de nouveau, d'extraordinaire, de difficile ou d'inattendu. Donc finalement, on aurait pu appeler ça l'éco-aventure Sport Planète, mais il y avait déjà quelque chose qui existait, les éco-aventuriers Sport Planète. Julien Moreau, qui est un peu le père et le maître à penser de tous les éco-aventuriers, qui est à l'origine notamment du plus grand triathlon du monde, 4500 km à vélo, 290 km à la nage et 950 km en course à pied, a défini l'éco-aventure comme ça. Un éco-aventurier, c'est une personne curieuse, courageuse et persévérante au service de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être au service de l'environnement? C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir revenir, d'autant plus que l'équipe de Julien Moreau et lui-même sont aussi à l'origine d'une loi interdisant les bouteilles en plastique dans les cantines scolaires. Le but, poursuivi par l'éco-aventure, serait donc l'écologie au sens large et sans restriction. On fait ce qu'on veut de l'éco-aventure pourvu que ça nous donne un sens à nos vies et au futur de chacun. Je vais demander à la régie de mettre une vidéo, parce que c'est bien de parler d'aventure, d'environnement, de dépassement de soi, mais c'est un peu mieux de le vivre. C'est la vidéo du projet Azur, qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Tropez pour faire un ramassage dans le cadre de notre expédition Méditerranée et pour le World Cleanup Day. Problème technique qui va s'arranger. Le projet Azur, c'est un collectif d'éco-aventurières, donc Philomène, Solène et moi, Anaëlle. Cette année, c'est 2 mois, 3 éco-aventurières en kayak, à la nage, à vélo et en trail, en totale autonomie. On fait des aventures au service de la protection du cycle de l'eau. Ces aventures, on les illustre à travers une aventure montagne, une aventure fleuve et une aventure mer. Chaque aventure a une action spécifique et permet de sensibiliser de manière artistique, sportive et participative à la protection du cycle de l'eau.
Notre parcours, c'est Menton-Cerbère et chaque semaine, dans chaque ville-étape, des ramassages avec les acteurs locaux, les associations. Le projet Azur Alpes, c'était environ 900 km de vélo et 200 km à pied. À chaque étape, des ateliers de sciences participatives étaient organisés avec les citoyens pour observer les macro-invertébrés dans la rivière et mesurer la qualité de l'eau. Et aussi, j'avais un petit capteur pour mesurer la qualité de l'air de manière citoyenne, participative et recueillir des données pour des scientifiques et d'autres associations mobilisées. Moi, cette année, j'ai rejoint le projet Azur et je me suis occupée du parcours Loire. Donc ça a été 1100 km à vélo, 130 à la nage. Avec chaque étape, n'étaient pas des collectes, mais des fresques. Cette fresque, c'est une fresque pour la biodiversité ligérienne, pour représenter chaque espèce, la faune, la flore. Donc sur à peu près 12 mètres de fresques représentant plus de 300 participants. Sport Planète, c'est un réseau fédérateur d'acteurs engagés pour la protection de l'environnement à travers les valeurs du sport. C'est des personnes très engagées, des associations, des ONG et des éco-aventuriers. Ça donne envie. Et je vous propose aussi d'accueillir Benjamin qui vient de nous rejoindre. On avait promis qu'on l'applaudirait. Non pas pour son retard, mais pour avoir bravé les grèves, ce qui est une éco-aventure en soi. J'ai des questions pour vous. On va commencer par des questions simples. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qui représentez-vous? On va commencer du coup par toi, Clément. Merci. Bonjour à tous. Du coup, je suis Clément Chapelle. Je suis le fondateur de l'association Plogaton et éco-aventurier du dispositif Sport Planète comme Benjamin et comme les 3 aventurières qu'on vient de voir en vidéo. Et qu'est-ce que je fais? J'essaye d'œuvrer à travers le sport et l'aventure pour l'environnement, pour la biodiversité, pour le respect du monde vivant. Et ce que l'on fait grossièrement, c'est de transformer les déchets abandonnés dans la nature en fruits accessibles à tous. Comment on fait ça? On prend des engagements sur les événements qu'on fait. Donc tout à l'heure, Didier a parlé de l'Ironman en ramassant les déchets. À cette occasion, voilà, pour chaque centaine de déchets ramassés, on s'est engagé à planter un arbre fruitier. Et on va le faire dans les prochaines semaines, justement. Donc voilà, c'est l'occasion de traiter de 2 sujets qui sont importants à nos yeux, la pollution et notre surconsommation, et la résilience alimentaire qui est un sujet sur lequel on doit absolument travailler maintenant et sur lequel on aurait déjà dû se pencher bien avant pour, si on ne veut pas demain subir les pénuries permanentes de tel ou tel produit. Merci. Benjamin, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Merci Clément pour ta présentation. Donc moi, comme lui, je fais partie de ce collectif d'éco-aventuriers Sport Planète Maïf. Et donc je fais exactement ça, des aventures pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Et mes aventures s'appellent des expéditions zéro. Pourquoi ? Pardon, je viens de courir, je reprends mon souffle. Pourquoi? Parce que j'essaye de respecter autant que possible 3 zéros lors de mes aventures. 0 déchet, 0 matériel neuf et 0 empreinte carbone. Alors bien sûr, je ne suis pas un super zéro, mais l'idée c'est d'essayer et d'utiliser les émotions que génère le sport, l'émerveillement que nous procure cette magnifique nature, pour sensibiliser et faire passer des messages, voilà, des messages de sobriété. Déchets, empreinte carbone, réemploi. Est-ce que l'éco-aventure ne serait pas le miroir des enjeux sportifs actuels? C'est peut-être ce qu'on verra lors de cette table ronde. Charlotte, qui représentes-tu, qui es-tu et pourquoi? Bonjour à tous. Alors moi, c'est Charlotte, je suis de l'équipe Chiloé. Chiloé, c'est un média et un créateur d'expériences. Et nous, ce qu'on aime, c'est mettre en lumière et faire partir les gens à l'aventure, mais près de chez soi. On promeut la micro-aventure, donc c'est ça, c'est la grande aventure près de chez soi, et on montre que partir tout près, c'est tout aussi cool que de partir à l'autre bout de la planète. On adore aussi raconter des histoires, mettre en lumière des personnalités inspirantes, des marques, des belles histoires, des territoires, pour montrer que la France regorge de choses super. Et à travers nos micro-aventures, on montre aussi que
à nouveau, la micro-aventure, c'est quelque chose qui est aussi des émotions. C'est pas seulement une performance sportive, et qu'on peut vivre des trucs super à travers des émotions et des beaux souvenirs, et pas forcément des exploits sportifs. Qui sont remarquables d'ailleurs, mais qu'on peut être des Jean-Michel tout le monde comme vous et moi, enfin plutôt comme moi d'ailleurs, et vivre des trucs super. Pierre-Frédéric Lecarrère, vous êtes venu d'un pays étranger à vélo, la Bretagne. Ah, la Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Morbihan, exactement, attention, mais le plus beau département du monde. Non, bonsoir, bonsoir, non, on arrive en fin de journée. Bonjour à toutes et à tous. Oui, du coup, moi j'ai créé, tout à l'heure il y avait monsieur Stéphane Bitton qui était aussi sur la table ronde précédente. J'ai fait partie de cette école, il parlait de la première promotion. J'ai eu l'occasion justement de pouvoir rencontrer Didier Le Henaf à cette occasion. Didier qui finalement était la seule personne à apporter un regard totalement différent sur le monde du sport. Ça m'a permis aussi de voir un petit peu les dessous de cet univers sportif. Et puis à la fin de ce master, il y avait possibilité de pouvoir créer une structure, en tout cas de présenter la création d'une structure. Donc c'est ce que j'ai fait. Au lieu de peut-être d'aller bosser pour les grandes marques que tout le monde connaît et ça fait briller, c'est certain. Moi, je me suis dit, bon, on va s'engager dès la sortie des études pour essayer de montrer l'exemple, de transmettre un héritage plus vertueux, plus bienveillant, qui met justement l'humain au cœur de la question. Pour le coup, moi, c'est le vélo que j'utilise comme outil pour apporter un autre regard sur le voyage. Voilà, c'est en tout cas valoriser la surprise, l'inconnu. Beaucoup de choses, en tout cas, on nous dit attention, ça fait peur l'inconnu, et on nous le répète dans tous les médias aujourd'hui. Moi, je vous dis non, c'est très très intéressant d'aller vers l'inconnu, d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas et de devoir s'adapter justement à toute situation. Là, il y a eu aussi quelques péripéties justement avant l'arrivée à Paris. On aura peut-être l'occasion. Ne révèle pas tout de suite. Mais voilà un petit peu sur qu'est-ce que je fais, en tout cas pourquoi je suis présent ici ce soir. Vincent, il ne reste plus que toi, la plus belle moustache des États généraux Sport Planète. Merci, je renvoie le compliment sur la barbe. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Vincent, je suis un des 2 fondateurs de la Madjack. La Madjack, c'est une marque de course d'aventure. On crée et on organise des événements, entre 300 et 4000 personnes par événement, des événements qui sont en trek, en vélo, en autostop, en canoë, donc des événements outdoor. Et on embarque les gens pour leur faire découvrir des territoires en France, un peu insoupçonnés, en tout cas qui ne sont pas sur la carte touristique habituelle. Notre mission, c'est vraiment de changer notre rapport au voyage, de sortir d'un tourisme de masse et de changer notre rapport à la nature, de passer d'une posture de consommateur à une posture d'invité dans les espaces naturels. Voilà. Hyper intéressant, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. J'aimerais aussi vous montrer 2 vidéos parce que, comme encore une fois, vous parlez d'aventure et être sur le terrain, c'est super. Tout à l'heure, les filles du projet Azur que vous venez de voir arriveront la semaine prochaine de 1000 km en kayak et à vélo pour sensibiliser à la protection du cycle de l'eau. Elles arrivent à Cerbère samedi. Et on a aussi 2 autres éco-aventuriers qui vous ont préparé des messages. Axel Ferrard qui fait 5500 km en France pour promouvoir les circuits courts et une alimentation plus durable en faisant des plantations pédagogiques, en rencontrant tout un tas de personnes sur son passage, ainsi que Nicolas Van den Elsken qui réalise 100 marathons en 100 jours. Il en est à son 44e. Voilà, on va voir 2 petites vidéos. D'abord la vidéo d'Axel Ferrard. La régie, s'il vous plaît. C'est Axel Ferrard, enchanté, sous le soleil breton, comme vous pouvez le voir. Très ravi de participer à ces états généraux Sport Planète en visio, donc avec un enregistrement. Du coup, pour parler d'agriculture et d'alimentation, donc c'est vrai que dans le sport, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, moi, je suis éco-aventurier depuis 2015. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que l'agriculture, c'était quand même le prisme pour parler d'un certain nombre de sujets. Et donc, je me suis engagé dans cette thématique-là à fond. Et il se trouve que, voilà, au niveau de notre alimentation aujourd'hui, que ce soit pour un sportif comme pour quelqu'un de lambda, pose aujourd'hui problème. Alors, pas tant ce qu'on mange, quoique, mais comment aussi on produit.
Voilà, donc je suis parti dans le projet Ikigai Tour de France de l'optimisme, donc du 25 septembre au 18 décembre. Donc c'est un grand Tour de France pour essayer de sensibiliser les petits comme les grands avec diverses actions sur le fait que notre alimentation a un réel impact sur la biodiversité, sur les déchets, sur la santé, sur le sol, sur l'eau, etc. Et que c'est en mangeant moins mais mieux et plus local qu'on arrivera justement à avoir un impact moindre sur l'environnement. Et donc là, je suis dans mes 5000 km sans manger de viande. C'est un sujet qui est important, notamment dans le sport. L'agriculture est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, notamment avec le méthane. Et le méthane, c'est un gaz qui provient de l'élevage, donc des animaux, avec leur roe. Donc ça peut faire sourire, mais ce gaz est 30 fois plus puissant que le CO2. Et donc aujourd'hui, il s'en dégage de grandes quantités. C'est 70% en fait de méthane par rapport à ces un quart de l'agriculture, voilà, des gaz à effet de serre, les un quart des gaz à effet de serre de l'agriculture. Donc on voit que c'est assez considérable. Et donc aujourd'hui, de toute façon, il va falloir, alors pas manger plus de viande du jour au lendemain en tout cas, mais en tout cas en manger beaucoup moins et manger de la viande de meilleure qualité. Et aujourd'hui, voilà, beaucoup de choses posent question, voilà, notamment la ressource en eau. Il va falloir voir comment revoir nos méthodes de culture. Et donc peut-être aller vers l'installation de milliers de fermes un peu partout en France pour recréer des ceintures vertes, recréer une logistique, retrouver une certaine biodiversité partout sur nos territoires. Voilà, en replantant notamment des arbres fruitiers pour retrouver une indépendance au niveau des villes et de communes et des villages. Aujourd'hui, une ville comme Le Havre et sa communauté de communes sont autosuffisants alimentairement au niveau de l'alimentation à hauteur de 3%. Je trouve que c'était un chiffre intéressant pour finir. Ça montre bien l'impératif de sensibiliser, de reboiser, de réensauvager. Le Havre est autonome alimentairement à hauteur de 3%. Ça pose les bases d'une discussion sur l'impératif de sensibiliser. Je vous propose de nous retrouver avec Nicolas Van den Elsken et puis après on déroulera un fil de discussion entre présents. Salut tout le monde, c'est Nicolas de l'association Univers Sport et actuellement en pleine éco-aventure sur le projet Green Nico Tour. Et j'ai donc la chance de faire partie des éco-aventuriers, éco-aventurières du dispositif Sport Planète. Du coup, je suis actuellement sur 100 marathons en 100 jours pour le climat, voilà, sans pause. Et le but c'est de faire un expo sportif pour interpeller un maximum de personnes sur le dérèglement climatique et sur tout ce qui peut se passer malheureusement autour de la planète pour qu'on agisse concrètement et qu'on fasse une grande équipe pour la planète. Et donc le but c'est de vous faire un petit témoignage, donc je vais essayer de le faire rapidement et je vous montre aussi le vélo qu'on accompagne puisqu'il y a Béa qui l'a, voilà, tous les jours. C'est un relais partout en France, voilà. Et donc tout le monde peut participer, donc n'hésitez surtout pas, puisque le but de cette éco-aventure c'est qu'elle soit un maximum participative. Voilà, donc je suis éco-aventurier depuis 2 ans, puisque j'ai fait un premier Tour de France en courant. Et l'objectif, donc pourquoi je fais ça? Tout simplement pour sensibiliser un maximum de personnes et essayer de faire bouger les choses. Alors, c'est pas moi tout seul en faisant un marathon par jour qui va faire bouger les choses, mais l'objectif c'est de courir le matin et l'après-midi faire des sensibilisations en semaine dans les écoles avec des jeux ludiques. Donc on a, avec le GDOS 78, les shifters, on a créé presque du sport qu'on a transformé avec l'association Univers Sport en course d'orientation, en chasse au trésor, pour faire bouger les jeunes à la fois pour leur corps et la planète, et faire en sorte aussi qu'ils construisent des liens intergénérationnels, c'est-à-dire que le but c'est qu'ils transmettent ça à leurs parents, leurs grands-parents, voilà, pour faire bouger tout le monde. Parce qu'ils feront certainement beaucoup de choses les jeunes dans 10 ou 15 ans, mais il faut qu'on agisse nous maintenant les adultes. Voilà. Et donc les week-ends, on essaie de monter des villages de Sport Planète, de mettre en avant toutes les associations locales dans les villes dans lesquelles je passe, pour inviter les gens à venir tout simplement me rencontrer toutes les associations et montrer aussi ce qui peut se passer sur leur territoire pour agir concrètement.
Donc voilà, l'objectif vraiment pour moi et pour l'association Univers Sport, c'est utiliser le sport pour convaincre notamment ceux qui ne sont pas convaincus. Puisque si on crée des événements qui sont juste liés aux enjeux environnementaux, 75% des gens qui viennent généralement, c'est déjà des gens qui sont convaincus. Et donc avec le sport, mais il y a d'autres moyens aussi, le but c'est d'aller chercher les autres. Voilà. Ensuite, du coup, comment on calcule l'impact de mon éco-aventure, en tout cas nous avec l'association Univers Sport, mais je pense qu'on a tous aussi des fois les mêmes leviers. Donc c'est que toutes ces écoles dans lesquelles j'interviens, tous les gens que je rencontre, déjà on comptabilise, c'est-à-dire que là par exemple on est à la 46e étape, on est à Lavore, et donc là on a vu plus de 1000 enfants, voilà, donc 1000 enfants sensibilisés qui derrière vont toucher d'autres personnes. On a vu plus de 200 adultes, je pense. 46 étapes, plus de 1000 enfants sensibilisés. On peut applaudir. Cette introduction a pris du temps parce qu'il a fallu gérer avec les absents et les faire parler, parce que c'est hyper important. Ils sont notre voix sur le terrain et pas des moindres. On va commencer à échanger entre nous. L'événement sportif, vous avez pu le voir dans une table ronde différente, est soumis à plein d'enjeux. Et l'éco-aventure est un événement sportif en soi. C'est quoi donc les ingrédients d'une éco-aventure? Et je vais commencer avec Vincent. Une question simple. Comment on organise une Madjack? Il va me falloir 2 heures là. Tu as 8 minutes, non même pas. Non, la première chose quand on organise une Madjack, c'est de trouver le territoire. Et nous, c'est là, on va dire, où se joue une partie de notre impact. Donc la première chose pour nous, c'est de trouver des destinations qui ne soient pas des destinations accessibles en avion. C'est vraiment la première contrainte du cahier des charges quand on développe une Madjack. Pour montrer ce que disait Pauline aussi tout à l'heure, vraiment que l'aventure n'est pas une question de distance, l'exotisme n'est pas une question de distance, et il est possible de vivre des choses très fortes en fait à proximité de chez soi. Donc ça, c'est la première contrainte qu'on pose. La deuxième contrainte, ça va être aussi dans le choix du territoire. Voilà, quand on regarde aujourd'hui l'impact du secteur du tourisme outdoor, il est certes dans le bilan carbone lié à l'aviation, mais il est aussi dans ce qu'on appelle le surtourisme, donc des territoires, des destinations outdoor qui sont sursollicités. Quelques exemples, mais voilà, des stations de ski, les calanques, des portions du littoral. Et donc nous, on va plutôt s'attacher à aller valoriser des territoires, des destinations qui ne sont pas sur la carte habituelle des destinations touristiques. Donc on va par exemple aller chercher des destinations pour le trek qui sont plutôt des massifs de moyenne montagne dans lesquels il n'y a pas une surfréquentation et qui sont plutôt des destinations en demande. Là, Maïs Sport Planet était partenaire d'un événement trek dans le sud du Diois, donc un massif qui est à proximité du Vercors, le Vercors qui est plutôt en situation de surtourisme, mais par contre juste à côté vous avez des espaces assez sauvages, vraiment au sud du plateau, sur lequel il y a plein de choses à faire. C'est génial comme endroit et c'est peu connu et du coup l'impact est moindre quand on va là-bas. Et puis après, le troisième enjeu, si on déroule un petit peu le fil de construction d'une destination Madjack, c'est de se dire, OK, quel va être notre impact quand on crée l'événement là-bas? Il y en a un. On en parlera un petit peu plus tard des impacts, sauf si tu veux en parler maintenant. Peut-être juste sur la période. Sur la période. Voilà, où on va faire attention à la période où on sera présent sur les espaces qu'on va traverser. Et on va essayer de discuter avec les acteurs locaux pour comprendre quelles sont leurs contraintes, quelles sont les espèces qui sont présentes, quelles sont leurs périodes de nidification, de mise bas, etc. Discuter avec les chasseurs, avec les agriculteurs et essayer de construire la destination en fonction de ça. Voilà, je m'arrête là. Super, parce que la question du témoignage va faire partie d'un angle qu'on va aborder aujourd'hui. Charlotte, comment vous organisez des micro-aventures? Est-ce que vous fixez des obligations morales? Et c'est quoi la différence entre une éco-aventure et une micro-aventure? Alors, comment on organise une micro-aventure? C'est en fonction du lieu et puis des rencontres qu'on fait aussi. Nous, nos micro-aventures, elles sont toujours avec des captains Chiloé qui sont des guides locaux. Et puis, donc, du coup, il nous arrive de rencontrer des captains hyper inspirants qui sont passionnés de leur territoire et qui ont plein de choses à nous montrer sur leur territoire. Et en général, c'est des territoires qui sont peu connus.
oui, comme tu disais aussi, des endroits où il y a des endroits touristiques, et puis juste à côté, il y a des petits territoires moins connus, mais qui sont tout aussi chouettes. Donc voilà, c'est à la fois les opportunités et les belles rencontres qu'on fait avec nos captains Chiloé qui après emmènent des gens de la communauté en micro-aventure, ou alors des endroits qu'on aime et qu'on veut mettre en lumière, des endroits peu touristiques, mais qui méritent clairement d'être vus parce que c'est des endroits fabuleux. Ou alors aussi, on aime bien prendre le contre-pied et parfois organiser des micro-aventures dans des endroits qui sont touristiques à certaines saisons. Mais nous, on préfère emmener les gens à contre-saison, donc là où ces lieux ont un peu moins de succès, on va dire. Donc voilà, après les critères, c'est un peu comme la Madjack, il y a des critères obligatoires, c'est des endroits qui sont facilement accessibles en train, sans avion, jamais d'avion évidemment. Et puis nos micro-aventures, on veut qu'elles aient le moins d'impact possible. Donc c'est sans laisser de traces, c'est de l'hébergement, en tout cas les activités qu'on propose, c'est des activités non mécanisées et uniquement des activités bas carbone. Et après j'ai oublié la deuxième question. C'était quoi la différence entre une micro-aventure et une éco-aventure? C'était plutôt la question de l'échelle. Ouais, micro-aventure, on est plus que c'est en général des séjours de courte durée à faible impact. Éco-aventure, j'ai l'impression qu'il y a plus la dimension uniquement écologique dans le terme, mais sinon les deux sont clairement reliés. Donc, Oui, carrément, et c'est pour ça qu'on en parle. Benjamin, est-ce que tu es remis de tes émotions? Ça va mieux. Alors, c'est quoi une expédition zéro? Tu l'as dit un petit peu plus tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir aux origines des expéditions zéro? Pourquoi les expéditions zéro? Alors tout ça, ça a commencé pendant le premier confinement. Moi, je suis un grand fan de voyage et d'aventure. J'ai eu la chance ou l'arrogance, je ne sais pas, de voyager partout et de bien cramer mon bilan carbone pendant de nombreuses années. Et forcément, il y a eu pas mal de déclics de prise de conscience dans les dernières années. Et avec ce confinement, ça a accéléré les choses. Et donc, ça n'a pas loupé pour moi. Et j'avais envie de bouger après 2 mois isolé dans mon petit kilomètre. Et voilà, et je me suis dit, je vais faire une aventure, comme j'aime tant faire, mais en m'imposant des principes écologiques pour que ce soit compatible avec une faible empreinte carbone, une faible empreinte sur le vivant, peu de production de déchets. Et c'est comme ça qu'est né ce concept d'expédition zéro. C'était au fil de l'eau lors d'un défi pendant le déconfinement. Donc j'ai un peu triché, le déconfinement, on n'avait pas trop le droit de bouger, mais moi j'avais des attestations magiques qui me faisaient bouger un peu plus que les 100 km. Et donc au fur et à mesure, j'ai réduit mes déchets le long du parcours, parce que c'est vrai que souvent en aventure, on peut pas, si par exemple on fait du zéro déchet chez soi, c'est beaucoup plus dur quand on est en mouvement on n'a pas ces bocaux. Donc j'ai acheté des petits sacs en vrac et j'ai commencé à refuser les emballages, et je me suis dit tiens, il y a un principe derrière ça qui est intéressant, c'est de réduire les déchets pendant mes voyages. Donc c'était mon premier zéro qui est né comme ça. Pour faire cette aventure, j'ai retapé un vélo dans un atelier tout en seconde main, et je me suis dit tiens, c'est l'idée de matériel, puisque dans le sport on utilise énormément de matériel et les taux d'usage sont très faibles, donc pourquoi pas essayer d'aller rallonger la vie, de faire du reconditionné. Et c'est comme ça que le deuxième zéro est né. Et enfin, après 600 km à vélo pour ce défi-là, j'avais tout fait à la force de mes cuisses, et j'étais parti de chez moi, et j'avais finalement une faible empreinte carbone transport. Donc je me suis dit, ce sera ça le troisième zéro. C'est comme ça qu'est né le projet. Et je trouvais que c'était 3 axes assez intéressants pour couvrir plein de sujets sur l'environnement. On va des déchets à la décarbonation, en passant par la surconsommation. Donc j'ai gardé ces règles-là et je me suis mis à les appliquer à plein de domaines sportifs. Je fais du vélo, mais aussi du paddle. Bon, je fais un peu tout ce que je kiffe, quoi. Et l'idée, c'est à chaque fois d'aller toucher des nouvelles communautés, des nouveaux écosystèmes de sportifs, en les embarquant dans les émotions qu'ils aiment bien et que j'aime bien dans leur sport, mais aussi en les sensibilisant, en distillant des informations, toujours de façon assez positive et déculpabilisante, pour pas braquer et pour rendre ça cool, parce que cette transition écologique, c'est quand même super culpabilisant et anxiogène. Et ces formes-là, elles montrent des co-bénéfices incroyables, elles montrent que c'est fun, qu'on peut avoir une transition sans être à la lampe à huile, à bader chez soi, quoi. Voilà. Super, et je pense que tous les gens qui ont participé à la table ronde sur l'événementiel envient tes 3 zéros. Donc
N'hésitez pas à lui parler, c'est un mec génial. Clément, comment on se prépare à vivre en tant qu'athlète une éco-aventure? C'est-à-dire à vivre finalement. Avant de faire un Ironman en ramassant des déchets, il faut avoir l'idée. Puis j'imagine qu'il faut se préparer physiquement. Comment tu te prépares en tant qu'athlète à vivre une éco-aventure? Finalement, de la même façon que pendant l'aventure, en ayant des règles qui soient cohérentes. Finalement, je fais un peu comme Benjamin, et voire avec même encore plus de règles sur le jusqu'au boutisme de ces règles qui vont permettre de respecter le vivant. Et effectivement, ça demande de se préparer à trouver le matériel adéquat sans aller acheter du neuf, avoir une alimentation qui est cohérente. Axel le disait, manger moins de viande. C'est vrai que voilà, en général, moi je prône l'alimentation végétale qui n'est pas du tout à mon origine. Moi j'ai mangé de la viande pour 3 vies déjà. Dans le passé, mais voilà, je vais aussi, quand on diffuser, promouvoir toutes les facettes de l'aventure, du défi sportif qui permettent de se préparer, de faire l'aventure avec un impact moindre. Et donc voilà, toutes sortes toutes les pratiques qu'on peut mettre ensemble. Et ce que tu fais, toi, finalement, ce que tu fais quand tu fais une éco-aventure, n'importe quel athlète pourrait le faire. Donc en fait, les athlètes sont un peu des éco-aventuriers qui s'ignorent. On peut dire ça sans problème, mais tout le monde est aventurier. Et voilà, on en a parlé, l'aventure, c'est quoi? L'aventure, elle se vit au fond du jardin. Et il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, ou etc. pour vivre l'aventure. On l'a dit dans la définition, et c'est ce que j'invite tout le monde à faire finalement, à se mettre des petites règles, des petits défis pour vivre des expériences assez incroyables. Par exemple, ce soir, plutôt que dormir dans la chambre d'hôtel, dormez sous un arbre dans le Crêpe. Ça vous fera des souvenirs assez extraordinaires, pour sûr. Pierre-Frédéric, tu es venu donc tout à l'heure, on l'a dit, à vélo de Bretagne. C'était ta première éco-aventure? Non, j'ai découvert le bikepacking l'an dernier. J'ai eu l'occasion de... Bon, ça a débuté avec un van Bordeaux. De toute façon, mes aventures fonctionnent souvent à l'affect, aller rejoindre quelqu'un, souvent que je connais. Bon, là, aujourd'hui, c'est dans un autre cas, je vous rejoins vous tous. Mais c'est d'avoir quand même une motivation finalement première, qui est soit l'amitié ou les rencontres. Je pense qu'on est là, tout le monde en tout cas qui est présent sur cette table ronde, des personnes qui on aime les gens, on aime partager, on aime apprendre de nos rencontres. Donc ça a commencé par un van Bordeaux en 3 jours. Après, ça a pris la forme aussi d'un Lille le Mont-Saint-Michel en 5 jours. Une semaine plus tard, d'un Bordeaux-Nice également en 5 jours, où on avait été se finir les pattes avec le col de la Bonnette, donc qui est la route la plus haute d'Europe. Donc oui, non, c'est des rencontres. Il y a eu également aussi un petit tour de Bretagne cet été, là, pendant la canicule, où il faisait 40 à remonter les petits canaux. C'était très sympathique. Et en tout cas, là, quand on voit ce que Nicolas aussi s'inflige, là, c'était aussi de se voir quelles sont les limites aussi du corps, de voir la réalité quand on est en manque d'eau et qu'on n'a pas d'eau pendant 15, 20 ou 30 km et qu'on trouve personne. Là, je peux vous dire que vous comprenez à quel point c'est vital. Donc, c'est peut-être de se reconnecter. Il y a des mots là que j'ai entendus que j'adore. C'est le vivant, le local, la découverte aussi également et les rencontres. Je pense que c'est un petit peu de tout ça. Et puis on est des gens vraiment, je pense, qui aimons partager ce qu'on fait, on aime transmettre et puis apprendre au quotidien, quoi. Donc si tu disais que est-ce que tout le monde peut le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Là en tout cas, à chaque fois, moi je suis pas la personne qui se prépare le plus, hein. Là sur toutes les aventures là que j'ai pu vous raconter, il y avait souvent des petites soirées avec les copains avant le départ. Là même pendant ce défi également.
Je suis aussi rentré en train à Saint-Philibert et finalement le samedi, et j'ai bien eu raison parce que j'ai rencontré le préparateur de bateaux de Roland Jourdain qui ont le fonds d'Explore, le fonds Explore et Kéros, et également aussi un tiers-lieu. Donc c'est ça, c'est de se dire toujours on croit en ce qu'on fait et on croit aussi à la bonne étoile, au destin, quoi. Et il faut foncer sans trop réfléchir, quoi. Et pourtant, qui dans la salle peut faire 100 marathons en 100 jours? Est-ce que Clément, c'est pas un peu paradoxal de montrer que l'éco-aventure est accessible à tous, à tout le monde, de plaider la sobriété tout en faisant un Ironman en ramassant les déchets? Alors, moi je pense que tout le monde est capable de faire 100 marathons en 100 jours. Il suffit de casser beaucoup de croyances limitantes et d'avoir une préparation adéquate. Tout le monde ne peut pas se lancer demain. Après, effectivement, c'est paradoxal. C'est une bonne question que l'on doit se poser si on veut inspirer et finalement passer le message que tout le monde peut faire quelque chose. Quand on fait 100 marathons en 100 jours ou quand on fait un Ironman en ramassant les déchets, c'est peut-être pas le meilleur moyen de dire que vous aussi vous en êtes capable. Après, je ne parle pas pour Nico, mais pour moi, même si je pense qu'il me rejoint. Voilà, il y a ce côté d'aller chercher des performances hors du commun ou exceptionnelles pour attirer l'attention sur le message et aussi parce que ça nous anime. Moi, réaliser un Ironman, c'était un rêve, c'était sur ma to-do list des accomplissements sportifs depuis longtemps. Plutôt que de m'inscrire à l'Alpman d'Annecy, je me suis dit, voilà, je vais faire mon Ironman en ramassant les déchets pour lui donner du sens, tout simplement. Mais voilà, il y a ce côté rêve et besoin finalement d'accomplissement sportif. Moi, ce qui m'anime, c'est de me faire mal à travers des défis sportifs. Mais dans la question de finalement dire qu'on est tous capables de le faire et d'inviter tout le monde à le faire, il faut à travers ça dire faites-le à votre échelle. Voilà, peut-être que pour moi, le dépassement, c'est ça, mais pour toi, c'est de faire 3 km, d'aller au boulot demain à pied, alors que c'est à 4 km, et c'est super. Il faut encourager le dépassement de chacun et à la hauteur de ses propres limites. Je voulais rebondir rapidement, parce que j'ai une super question après. De manière synthétique. Peut-être, en fait, c'est peut-être aussi l'idée de sortir de la compétition. Tout à l'heure, on parlait justement d'événementiel, comment ça se passe. Peut-être qu'en fait, on n'est pas forcément tout le temps obligé de s'inscrire à une compétition pour vivre des moments forts, pour avoir des souvenirs. Là, dans tout ce que tu disais, c'est ça, c'est en marge d'un Ironman, d'une organisation finalement d'événements. On peut aussi faire des choses, quoi. Donc, on parlait tout à l'heure de dire est-ce qu'on enlève le t-shirt, on enlève le dossard. Voilà, il n'y a même pas à se poser la question, quoi. Si on prend les fringues qu'on a dans notre placard et puis on y va, quoi. Et si je peux rebondir pour expérimenter ce genre d'organisation finalement hors du cercle, il y en a plein de personnes qui finalement montent leurs propres défis en fonction de leurs envies et finalement ça c'est vraiment à la portée de tout le monde. Réunissez vos amis parce que vous avez envie de faire ça ou ça et il n'y a pas besoin d'une organisation sportive et l'aventure humaine que vous vivrez à travers ce défi avec les personnes que vous avez choisies sera sûrement encore plus extraordinaire que si vous êtes inscrit à telle ou telle course. Et donc il y a une constante dans tout ce que vous entendez depuis le début, c'est le sport comme langage commun. Et du coup, c'est un peu la question que je vous pose un peu à tous, très rapidement, si vous pouviez me dire pourquoi vous pensez que le sport est un bon véhicule social pour faire passer les idées de l'éco-responsabilité. Parce que moi, j'ai tendance à penser que si on peut monnayer des intérêts diplomatiques du sport contre des avions de chasse, on pourrait imposer des données environnementales très fortes en se servant du sport. Benjamin? Tu m'as perdu avec tes avions de chasse. Mais... Pardon, en gros, c'est pourquoi est-ce utile d'utiliser le sport comme véhicule ou comme langage commun? Ouais, le sport, on suffit de voir déjà la popularité du sport dans le monde. Les gens, alors si on fait des statistiques sur les gens les plus suivis sur les réseaux sociaux, les plus admirés, c'est souvent des sportifs ou des sportives.
Donc forcément, l'influence émotionnelle que ça a sur les gens, elle est non négligeable. Le sport, c'est aussi la santé. Donc moi, je trouve qu'il y a un co-bénéfice hyper intéressant dans le sport. C'est que on peut parler d'écologie, mais on parle de plein d'autres choses, de plein d'autres belles valeurs à défendre et qui vont avec. Donc quand on fait du sport, on n'améliore pas que... Enfin, quand on fait du sport écologique, on n'améliore pas que son empreinte sur le vivant, mais aussi sa santé, tout simplement. Donc ça, c'est assez chouette comme résultat, on va dire, de cette forme d'expression. Mais voilà, oui, c'est évident que c'est une forme d'expression juste... Qui nous transcende, qui parle à tout le monde, c'est un langage universel, c'est beau, le dépassement de soi, ça génère des moments magiques, on le voit avec toutes ces grandes histoires sportives où on part complètement dans l'émotion, on voit bien les gens dans un stade de foot, tout le monde perd ses, je sais pas, ces manières, en fait, on se lâche complètement et c'est beau, quoi. Ça fédère au-delà de culture, au-delà de valeurs, de convictions, et ça c'est puissant. Donc si on peut détourner ça pour parler d'environnement et rendre ça hyper cool d'être dans la sobriété, on a craqué le truc, quoi. On aura gagné. Donc c'est le sport qui libère, et du coup c'est une question que j'aimerais beaucoup poser à Charlotte et à Vincent. C'est quoi, qu'est-ce que vous disent les gens qui participent à la Madjack et à des micro-aventures Chiloé quand ils en ressortent? Est-ce qu'ils se sentent libérés, délivrés ou... Tout à la fois. Ouais, donc pour revenir aussi et faire le lien avec la question que tu posais avant, le sport, c'est un truc aussi vachement universel. Alors, sport ou activité physique aussi, ce qui est cool avec le sport, c'est que ce soit de la marche, de la course à pied, du vélo, ou si on n'aime pas marcher, ni courir, ni pédaler, faire du canoë ou autre, on trouvera toujours des choses qui vont intéresser le plus grand nombre autour du sport. Et comme tu disais, Ben, c'est plein de belles valeurs aussi. Donc voilà. Et nous, sur les micro-aventures, alors, c'est pas des exploits sportifs, justement. On emmène des gens qui font de la rando, qui font du bivouac, qui vont faire du vélo. C'est pas des exploits sportifs. Mais ce qu'ils adorent et ce qui nous revient après dans les retours, c'est que ils se sont initiés à quelque chose de nouveau. Ils ont fait un truc qu'ils n'avaient jamais fait avant et que grâce à Chiloé, ils n'auraient peut-être pas osé le faire tout seuls, ou en tout cas, ils avaient peur de le faire tout seuls. Et on a réussi à les emmener, à les convaincre de le faire. Et donc, ils sont trop contents de ça, juste d'avoir fait quelque chose de nouveau et quelque chose aussi qui est bien pour la planète. Et aussi, ce qui ressort beaucoup, c'est le côté rencontre. Partir avec des gens, rencontrer d'autres personnes de la communauté de Chiloé qui sont dans le même état d'esprit, qui ont les mêmes idées, la même ouverture d'esprit, des idées écolo, etc. Et ouais, c'est le côté... je suis sortie, je suis allée dehors, ça fait du bien, je me suis reconnectée à la nature et en même temps, j'ai rencontré du monde, j'ai partagé des moments super et on a échangé et c'est ça qu'ils veulent refaire après et qu'ils adorent. Vincent? Je partage tout ce qui a été dit. Après, je rajouterai une petite spécificité pour nous qui est, au-delà du sport, je pense qu'il y a quelque chose de particulier à l'événement en tant que tel. L'événement, c'est un objet social. Nous, sur les Madjack, on le voit vraiment comme ça, au sens de quelque chose qui est construit avec les gens du coin, donc le territoire qui nous accueille. Il y a vraiment cette démarche de co-construction où donc une Madjack, ça termine toujours dans un petit village. C'est généralement 2 ou 3 jours, avec à la fin une arrivée dans un village où les gens restent 24 heures. Et donc il y a tout un enjeu d'impliquer les acteurs locaux, donc les mairies, les communes, mais aussi les parcs naturels régionaux, mais aussi les associations d'éleveurs, les associations de chasseurs. En fait, toute la vie rurale de ces coins-là, avec des participants qui, pour le coup, ne sont pas du même monde, sont pour pas mal d'entre eux des urbains, avec pas les mêmes problématiques de vie. Et moi, du coup, ce que je trouve vraiment intéressant sur l'événement, c'est que ces facteurs de cohésion, déjà sur le moment, ces gens-là vont se parler, vont déconstruire des préjugés les uns sur les autres. Il y a de l'activité qui est créée, en fait, par le fait de faire quelque chose ensemble. Enfin, je prends un exemple concret. Par le fait de tenir une buvette avec le comité des fêtes, il y a des choses qui se passent. Et puis après, nous, ce qu'on monitore beaucoup, c'est le taux de retour de nos participants dans une destination, et il est assez fort. Là, moi, je vous donne un chiffre. Par exemple, en Creuse, sur la Madjack Stop,
on a 76% de nos participants sur les 2 dernières éditions en moyenne qui séjournent en Creuse pour la première fois. Donc c'est la première fois qu'ils passent une nuit dans ce territoire. Et dans les 12 mois, ils sont 41% à revenir séjourner en Creuse. Donc l'impact pour la destination, il est super fort d'un point de vue économique et puis au-delà de ça, en termes d'image, en termes de liens. Donc voilà, moi je le vois aussi là, l'impact de cohésion, l'impact social, je le vois pas mal dans le côté événementiel. Et concrètement, sur le témoignage de terrain, tu m'en parlais lors des réunions préparatoires, qu'est-ce que vous mettez en place pour faire parler le terrain, pour faire parler le village? Qui vous faites intervenir aussi? Et pourquoi c'est important de faire parler un territoire par les gens qui habitent? Oui, carrément. Ça, c'est un point clé pour nous. Alors, c'est 2 choses. Déjà, d'un point de vue pragmatique, si on veut être accepté, il faut s'appuyer sur les gens du coin. Donc, il y a vraiment un gros travail de maillage d'un territoire, de rencontrer tout le monde. Et on ne passe que par des gens du coin pour la restauration, pour la programmation au maximum, pour les différents prestataires qui vont intervenir, l'électricité, l'eau, etc. Et ensuite, y a une personne dans l'équipe dont c'est vraiment le rôle, on l'appelle la responsable terroir. Et donc la responsable terroir, vraiment, elle, son rôle, ça va être de construire la programmation avec, par exemple, l'éco-garde du PNR qui vient raconter son métier, qui vient sensibiliser sur les règles de bivouac, par exemple. L'éleveur qui vient parler de ses problématiques, le gars qui brasse de la bière, qui fait un checkpoint sur une Madjack vélo, par exemple, le maire, tout simplement, en fait, les maires, les gens qui sont impliqués dans la vie locale, à qui on va donner un rôle, qui vont allumer la flamme de la Madjack au départ sur la cérémonie d'ouverture, qui vont faire un discours de clôture. Donc effectivement, tout ça, ça peut paraître assez symbolique et un peu dérisoire, mais en vrai, c'est ça aussi qui permet de donner une réalité à cette idée. On le voit bien aussi avec Pierre-Frédéric. Tu n'es pas venu de n'importe où à vélo. Tu es venu représenter la Bretagne. Tu as même mis une marinière. Ouais, après là, c'est Saint-James, c'est normand ça. Mais oui, c'est l'idée, en tout cas, de valoriser. Là, on parlait aussi beaucoup de local. Bon, là, je n'ai pas eu le temps de prendre ça dans mon sac, mais il y a les déshydratés bretons qui m'accompagnent également. Donc là, ce sont des fruits et légumes déshydratés bio. Vraiment, du coup, avec, tout à l'heure, on parlait un petit peu aussi d'une nouvelle économie qu'on pouvait créer. Justement, là, c'est sur des pommes, des poires, des kiwis, des fraises déshydratées. Bon, c'est incroyable, j'ai quelques produits avec moi, je pourrais vous faire goûter ça si vous voulez. Mais voilà, c'est de réunir aussi différentes compétences, différentes personnes. Tout à l'heure, en tout cas, je posais la question, mais ça de définir un nouvel idéal, c'est un autre regard totalement sur la vie. Et je pense que c'est accessible à tous aussi, l'éco-aventure. Tout à l'heure, on parlait de la compétition, mais où il y a souvent aussi besoin de beaucoup de préparation. Là, c'est de se dire, là on parlait d'un 5 km ou d'un 10 km. Oui, je suis venu de Port-Louis, il m'est arrivé plein de choses. Après, là, quand je suis arrivé à Paris, qu'il fallait encore que je fasse 9 km du 15e pour arriver ici, c'était aussi une aventure parce que je suis passé par des endroits que je n'avais jamais vus juste en région parisienne. Et finalement, il n'y a pas forcément besoin non plus d'aller à l'autre bout du monde, finalement, pour vivre une aventure et quelque chose qui va rester. Donc c'est ça, c'est se recentrer sur quelque chose peut-être de plus essentiel, plutôt que des grosses choses qui font briller. Là, c'est de se dire, à côté de chez moi, je peux vivre déjà des expériences. Tu parlais, Vincent, justement, du brasseur, des producteurs qu'on va aussi rencontrer. C'est aussi ça la vie, c'est de rencontrer des personnes qui s'engagent, des personnes passionnées. Là, Guillaume, tu parlais aussi d'écologie, aussi d'écologie de vie, peut-être à travers notre environnement, à travers les personnes qu'on va pouvoir rencontrer et qui vont aussi nous faire voir les choses différemment. Sur la question du témoignage, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on fait témoigner les gens qui habitent dans la nature, mais certains éco-aventuriers, certaines éco-aventurières font témoigner la nature elle-même. Tout à l'heure, ça vous a peut-être sauté ou pas aux yeux quand vous avez vu la vidéo sur le projet Azur. Solène Chevreuil, cette année, par les sciences participatives, va amener les gens qui la rencontrent à mesurer le taux de microbes qui sont dans les eaux, en fait, dans les eaux douces qu'elles croisent. Et plus il y a d'éléments larvaires, de petites larves vivantes dans l'eau, plus une eau est en bonne santé. Si le cours d'eau est asséché ou s'il est trop proche d'une ville, on va voir qu'il y a de moins en moins de vivants dans l'eau et
la teneur en espèces vivantes dans l'eau douce va déterminer si elle est de bonne ou de mauvaise qualité. Ça, c'était pour le côté témoignage de la nature, comment on fait parler la nature. Et du coup, je te donne aussi la parole, Clément, parce que tu es aussi éco-aventurier. Est-ce que c'est pas un peu douloureux des fois de faire témoigner la nature? Si, forcément, mais moi, je pense que après ça, on revient un peu sur les problèmes d'éco-anxiété et de réalité. Je pense qu'il faut valoriser tout ce qui est positif et s'attacher à préserver le vivant. C'est sûr que quand on regarde la réalité, je pense que c'est important de la rappeler et d'en avoir conscience. Mais après, il faut s'attacher justement à préserver ce qui est encore là. Et voilà, si on ne veut pas déprimer. Bien sûr, tu as des exemples. Enfin, je te prends l'exemple de Clément, parce qu'il a une idée complètement folle que j'adore, c'est de transformer les déchets qu'il ramasse en arbres fruitiers accessibles à tous lors de plantations pédagogiques. Et ce fait de lutter contre l'éco-anxiété, de le transformer en apprentissage, en action positive, me paraît hyper inspirant. C'est pour ça que du coup, ça me paraissait intéressant de te poser cette question. Si tu pouvais me dire d'où te vient cette idée, comment sont accueillis, comment ça se passe une plantation pédagogique après une éco-aventure? Tout simplement parce que j'aime les fruits. Je pense que la vie, c'est les fruits. Si on devait, je veux dire, on est physiologiquement fait pour principalement manger des fruits. Et c'est quelque chose qui est facile. Je veux dire, dans la résilience alimentaire, planter des arbres fruitiers, c'est primordial. Il peut y avoir des mauvaises années, mais sinon, c'est une production assurée, facile. Hyper pertinente. Et puis il y a une pédagogie sur le vivant monstrueuse qui est possible d'être faite sur la simple plantation d'un arbre et de le voir pousser toutes les saisons. Donc voilà, d'où l'idée de planter dans les écoles avec des enfants ou d'inclure les enfants, d'avoir ces moments de sensibilisation sur le rôle de l'arbre qui est multiple et varié. Et l'idée, donc pour nous, c'est de travailler sur la résilience alimentaire qui est quelque chose de très important, mais c'est aussi de valoriser positivement, de laisser une trace véritablement positive et mesurable de nos actions, parce que ramasser les déchets, c'est bien, c'est quelque chose de positif. Mais voilà, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux territoires qui sont souillés de manière générale. Mais tu t'es pas contenté de faire un marathon, un Ironman. Tu t'es pas contenté de la performance. Tu t'es contenté d'une performance qui était régénérative. C'est l'idée, d'avoir cette double performance, pas performance, mais cette double positivité à travers les actions qui sont menées. Et on pourrait réfléchir à des triples ou des quadruples. L'idée d'être toujours plus positif à travers les actions. Ça pose la question de la mesure d'impact, de la lutte contre les codépressions en action positive. Charlotte, à Chiloé, comment vous mesurez l'impact de vos éco-aventures? Et est-ce qu'il y a du coup ces idées de régénérer le sol, de mettre les mains dans la terre pour mieux la comprendre? Alors, c'est vrai qu'on nous pose parfois la question de l'impact et on est toujours un peu à poil au moment de répondre, parce qu'on n'a pas forcément des chiffres à donner. Ce qu'on sait, c'est qu'en incitant les gens à voyager proche de chez eux et à prendre le train, en tout cas, les voyages qu'ils font avec nous, c'est des voyages où ils ne prendront pas l'avion. Donc c'est toujours mieux. Aussi, à nouveau, les séjours qu'on propose, c'est des choses mécanisées et vraiment à faible impact carbone de par les activités qui sont proposées. Ce qu'on propose à manger, c'est des choses locales. On les fait partir avec des guides locaux qui sont vraiment spécialistes de leur territoire et qui sont hyper vigilants aussi à la manière de voyager. Si on fait aller les gens dans un territoire protégé avec une faune et une flore particulière, clairement les bivouacs ou la manière de faire le séjour est super contrôlée par le guide et il n'y a en aucun cas question d'impacter la nature ou en tout cas vraiment c'est du voyage respectueux de la nature, de la faune et de la flore. Donc on est sur de l'apprentissage du voyage aux gens qui vont pratiquer le voyage. Exactement, ouais. Il y a vraiment ce côté partir avec un guide et donc être cadré on va dire et se faire et apprendre les bonnes pratiques pour faire des éco-aventures de la bonne manière.
Et puis après, un peu aussi la répétition, quand on voit les retours qu'on a des gens qui sont partis avec Chiloé, alors que ce soit avec Chiloé ou qui sont partis via des topos ou des choses des idées qu'on leur donne sur notre site internet. On a des super témoignages, ils ont envie de recommencer, ils vont recommencer, ils se disent qu'ils vont faire ça plus souvent, qu'ils vont partir moins loin, mais qu'ils vont découvrir des choses autour de chez eux. Et donc on sait qu'on initie un peu ce truc de bouger et de faire des éco-aventures avec un meilleur impact pour la planète. Super, je vais bientôt venir. Ouais, on t'accueille. Et ça pose la question du coup de l'impact et de l'adresse. À qui on s'adresse quand on fait des éco-aventures? Et notre ami Benjamin Demoliens, là-bas, Ben Expédition Zéro, il a fait Marseille-Glasgow à vélo et en bateau stop. Et j'aimerais que tu me dises à qui tu t'adresses quand tu fais ça. Est-ce que tu t'adresses aux mêmes personnes que quand tu fais une expédition zéro dans les Pyrénées? Ou est-ce que l'aventure est un moyen de sensibiliser et de bouger les puissants? Alors c'était Lille, Glasgow. Pardon. C'est moins ambitieux. Désolé. Fallait bien qu'il y ait une erreur dans mes notes. Hein. Marseille-Lille, je l'ai fait en train, tranquille. Ok. Ouais, non, c'était... effectivement, c'est une dimension que j'ai rajoutée à mes expéditions zéro sur celle-ci, d'avoir un objectif symbolique. Là, l'idée, c'était d'aller jusqu'à Glasgow pour le premier jour de la COP 26, donc cet grand rassemblement international sur les accords du climat, et pour aller prendre la parole là-bas et animer des fresques du climat. Parce que je voulais donner une nouvelle dimension à cette idée d'éco-aventure. C'est un symbole fort de se rendre dans un lieu, dans un événement hyper médiatisé et important pour la cause. Et donc voilà, j'ai choisi la COP, qui est quand même quelque chose d'énorme. Et j'ai bien vu que ça a changé complètement la dimension du projet. Parce qu'effectivement, traverser les Pyrénées en randonnée, c'est un gros kiff, c'est juste magnifique. C'est un très bon moment et j'arrive à embarquer des gens. Mais d'avoir un objectif, ça légitime un peu plus, je trouve, le combat. Ça transcende un peu l'action. Là, c'était vraiment d'aller porter un message, d'aller confronter tous ces politiciens et ces politiciennes et décideurs sur leurs décisions. Et voilà, et donc là j'ai réussi à embarquer beaucoup plus de médias, ça a touché aussi pas mal de médias internationaux, ça a été assez impressionnant l'engouement. Et donc forcément je me suis dit, waouh, en fait cette forme-là d'éco-aventure, elle est extrêmement puissante, de rajouter une dimension symbolique dans mes défis. Et donc là je réfléchis à des nouvelles choses. Voilà, d'aller au Parlement, d'aller faire quelques actions un peu loufoques comme ça, pour donner un objectif autre que juste l'émotion, le dépassement de soi et les valeurs que je transmets pendant mon défi. Et là, c'est carrément presque de l'activisme, c'est du militantisme, mais plutôt que de faire une grève de la faim, je fais un défi sportif. Voilà. Vas-y Pierre-Frédéric, je t'en prie. Sur ce que tu dis, Benjamin, en plus je t'appelle Guillaume, excuse-moi. C'est peut-être sur un côté aussi, on parlait tout à l'heure des superstars ou des sportifs de haut niveau qui avaient une influence justement sur le grand public. Il faut peut-être aussi se tourner vers l'influence responsable à travers nos actions. Peut-être en fait, peu importe le nombre de personnes qu'on va pouvoir impacter ou toucher à travers nos actions, mais si on en touche déjà une ou deux, c'est déjà gagné, quoi. Et moi, je vais faire plus le parallèle à mon passé d'éducateur. Avant le vélo, j'étais dans le foot, mais j'ai jamais fait ça pour inspirer mes gamins ou mes petits frères, là, entre guillemets, à dire « soyez éducateurs derrière ». Mais sans le vouloir, finalement, il y en a une quinzaine de tous ces jeunes-là qui sont aussi devenus éducateurs derrière dans la foulée. Et aujourd'hui, c'est ce que, en tout cas, je m'efforce de faire aussi en devenant formateur, finalement, aller 1 ou 2 ans après mes études, mais c'est de se dire allons peut-être toucher le plus rapidement possible aussi ces populations-là, ces gens peut-être qui ont ce besoin de sens, et puis derrière d'influencer en fait à son échelle, mais on a souvent des objectifs qui sont aussi inatteignables, où on se dit il faut toujours faire plus grand, plus grand, plus grand, et c'est ce qu'on a vu se répéter aussi dans le milieu de l'univers du sport, mais finalement que si vous arrivez déjà à toucher 5 ou 10 personnes autour de vous à travers vos actions, je pense que le combat il est déjà gagné. Et au final, au fur et à mesure, ces 5 personnes que vous aurez influées, peut-être qu'elles vont aussi influencer derrière 5 ou 10 personnes, etc., etc. Et vous serez peut-être au départ, en fait,
au départ de quelque chose où il y aura peut-être 1000 ou 1500 personnes ensuite qui seront engagées dans cette cause-là. Donc, je pense que voilà, il n'y a pas forcément non plus de chiffres, d'objectifs. On est toujours à dire on veut des stats, on veut des stats. Peut-être en fait déjà juste à travers vos actions, vous allez rayonner autour de vous, quoi. Rapidement, et puis si vous voulez, on pourra aborder les choses. Il nous reste une vidéo à voir et Didier m'a sommé de manière tout à fait cordiale de bientôt passer aux questions. Ça marche. Je voudrais juste quand même rebondir sur ce qu'il vient de dire. C'est absolument, j'approuve parfaitement, et on change le monde pas avec son avis, mais avec son exemple et en étant soi-même. Donc en étant véritablement soi-même et en montrant l'exemple autour de soi, on obtient des beaux changements. Oui, moi je rebondis aussi là-dessus et je rebondis sur ce qu'a dit Benjamin, à savoir que sur les sujets écologiques, c'est des sujets à la fois culpabilisants, anxiogènes, et donc on sait que c'est pas par ça que vient le changement, c'est pas par les émotions négatives. En fait, les émotions positives vont être beaucoup plus puissantes, et donc il y a la notion de rôle modèle qui est assez importante, en fait, de pouvoir s'identifier à des gens qui ont des comportements qui vont dans le bon sens et qui en même temps nous inspirent. Et donc j'ai l'impression que là, tout ce qui se dit, ça tourne aussi pas mal autour de cette notion d'exemple et de réinventer des imaginaires. En tout cas, nous, sur la Madjack, on parle beaucoup de ça quand on parle des destinations. Voilà, se dire que la Creuse, ça peut être sexy, que le Morvan, la Picardie, c'est peut-être le nouveau, j'en sais rien, Katmandou ou le nouveau Singapour. Et du coup, ça, il ne faut pas le sous-estimer, effectivement, parce que ça prend beaucoup de temps à changer dans les représentations mentales. Ça nécessite beaucoup de répétitions. Je crois on peut tous témoigner de ça autour de cette table. Et que c'est une grosse partie de l'impact de nos activités. Et puis, bon, ça n'empêche pas qu'il faut chiffrer derrière. Hein, mais... Super, franchement... le changement vient des actions positives et des rôles modèles. Je vais directement envoyer cette carte postale à Kylian Mbappé pour qu'il nous aide un petit peu à accélérer la transition écologique. On va vous montrer une dernière vidéo qui correspond à la mesure de la performance et de l'importance de faire parler autour de soi de Nicolas Van Elsken qui court 600 marathons en 100 jours. Et après, on vous donnera la parole pour que vous nous livriez vos questions sans tabou. Donc déjà ça, on peut calculer l'impact, puisqu'on peut comptabiliser tout simplement combien de personnes nous avons vues. Il y a aussi les médias, c'est très important. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Adrien Piquera qui gère les relations presse. Et donc du coup, c'est hyper important les médias aussi, parce que là notamment cette année, on voit qu'il y a pas mal de retombées. Et l'idée, c'est d'utiliser les médias pour aussi véhiculer d'autres messages, des messages aussi plus positifs. Moi, c'est vraiment de faire les choses de façon positive sur ces thématiques-là pour vraiment faire bouger les gens, les faire agir. Et donc ces médias, c'est des retombées nationales, etc. Et donc c'est se dire aussi qu'on peut peut-être changer un peu les idéaux au niveau du sport, puisque ça c'est une petite anecdote, mais comment dire, c'est une petite anecdote, puisque par exemple il y a beaucoup d'enfants qui généralement me demandent des autographes. Alors peu m'importe, c'est pas mon intérêt de signer des autographes, mais voilà, on se dit que dans leur tête on les marque, et du coup au lieu que ça soit des fois, alors il y a des sportifs de haut niveau qui font très bien les choses, mais voilà, dans ce milieu du sport business où on utilise des sportifs aussi pour mettre des marques hyper polluantes en avant, etc. On se dit qu'on peut peut-être réinventer aussi les idéaux, et que peut-être un éco-aventurier, ça peut les inspirer, quoi. Donc voilà. Et après, on essaie de calculer aussi l'impact en calculant l'empreinte carbone. Donc là, typiquement, on est en train de le calculer. C'est pour ça aussi qu'il y a un vélo qui m'accompagne. On essaie de minimiser tout ça et de se dire aussi comment on peut montrer l'exemple. Alors, on n'est pas parfait. On dit aussi ce qu'on ne fait pas forcément de bien. Mais vraiment, dans l'éco-aventure, le but, c'est de polluer le moins possible et de partager au maximum. Voilà. Et après, du coup, sur le dernier point, c'est quelle trace je souhaite laisser. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment la cause. C'est pas... là, c'est gauche et droite après BR. Pardon. L'objectif, c'est pas qu'on parle de Nicolas Van Elsken, c'est vraiment qu'on parle de la cause. Et donc, la trace que je souhaite laisser, c'est via toutes ces sensibilisations. Peut-être aussi via des tribunes qu'on va essayer de porter là, puisqu'il reste plus d'une 50aine de jours. C'est
marquer les gens. Et donc c'est faire agir aussi les jeunes concrètement. Donc c'est-à-dire que là, quand on intervient dans une école, l'objectif c'est pas juste de mettre un coup d'épée dans l'eau. Bonjour. C'est là c'est à droite Béa. C'est de tout simplement ensuite pérenniser l'action. Donc c'est pour ça que quand je vais dans une école, après derrière on les recontacte, on fait en sorte aussi que Voilà. C'est clair. On lui souhaite bien du courage. Il arrive à la moitié de son périple la semaine prochaine. Il atteindra les 50 marathons en 50 jours. Plus que 50. Je vous laisse à vos questions. Voilà. En fait, on est sur un cas un petit peu particulier, c'est qu'on a les ateliers juste après la table ronde. Cette table ronde, donc on va autoriser une question et ensuite vous pourrez continuer à poser des questions et à interagir au sein de l'atelier que je vais vous présenter dans les minutes qui suivent. Donc une question pour les éco-aventuriers. Oui, tout au fond. Donc il nous faut un micro, voilà. Allô ? Oui. Bonjour, Paul Schneider, encore une fois. Moi, j'avais une question adressée aux éco-aventuriers. Est-ce que vous pourriez nous donner, vu qu'on est en fin de journée, votre plus belle rencontre et à l'inverse, votre pire rencontre sur ces aventures ? Oh, c'est une demi-heure, ça. Bon, changement de question, alors. Qui se lance ? Ouais, vas-y. Bon, synthétique, parce que sinon Didier va taper sur les doigts. La pire rencontre, bon déjà c'est la première qui me vient à l'esprit sur... bon là c'était pas du vélo, c'était de la marche, où j'avais tenté pareil un Port-Louis-Quiberon à pied sur la plage et ensuite le tour de Belle-Île. Il y a beaucoup de dénivelé positif. Et du coup, la veille de mon départ, où je devais prendre le bateau pour rentrer sur le continent, chercher un jardin où mettre ma tente. Et finalement, ça c'est la pire rencontre, mais ça a été très rapide. J'ai demandé au monsieur, est-ce que je peux mettre ma tente dans votre jardin ? Et puis il m'a regardé juste à travers sa fenêtre. Certainement pas. Voilà, sans forcément chercher à discuter. Donc après, j'avais eu la chance de retrouver un autre jardin où aller dormir. Et après, s'il y a vraiment une rencontre à sortir parmi les autres, ça sera très très compliqué parce que chaque personne a sa valeur. Il y a à chaque fois une personnalité différente. Et si, finalement, peut-être dans mon parcours de vie, ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est la personne que vous avez en face de vous, qui est monsieur Didier Le Hénaff, et qui m'a apporté totalement, finalement, un autre regard sur le monde du sport et qui aussi a fait que je me suis engagé dans cette voie-là. Et j'espère qu'elle sera longue. On verra aussi qu'est-ce qu'on pourra mettre en place avec la Maïf. Mais voilà, c'est à travers des personnes comme ça qui peuvent aussi vous montrer une autre idée de la vie, un autre regard sur toutes les attentes qu'on a finalement de nos propres vies. Et il faut souvent, pour aller se lancer dans quelque chose, être inspiré par quelqu'un. Et il y a beaucoup de personnes non plus qui n'ont pas la chance d'être inspirées parce qu'à travers leur rencontre, ils ne vont pas forcément avoir quelqu'un en qui ils vont pouvoir se reconnaître, en qui ils vont pouvoir croire. Donc en tout cas, moi je remercie Didier pour les cours qu'on avait pu avoir et puis j'espère encore plus le découvrir. Et il m'a tendu la main en tout cas en m'invitant ici aujourd'hui et en tout cas c'est une fierté de pouvoir présenter côte à côte et d'être tous ensemble ici. Quelqu'un veut réagir ? Non, moi j'ai pas eu de pire rencontre. Enfin, j'ai pas vraiment sur les dernières aventures que j'ai vécues eu de moments traumatisants avec des gens. Après, il y a quelqu'un qui m'a volé ma tente. J'étais en pleine traversée des Pyrénées. Elle s'est pas envolée, on me l'a bien volée. Mais finalement, c'était un peu frustrant, énervant sur le coup. Mais ça m'a ouvert l'opportunité d'une sobriété forcée très heureuse. Tout simplement parce qu'après j'avais plus le choix, il fallait que je dorme à la belle étoile dans des abris ou ce que je trouvais et ça a été juste magique en fait d'avoir cette nouvelle contrainte. Je crois que tu m'avais envoyé un message à ce moment-là, Clément, en me disant tu vas voir, ça va t'ouvrir plein d'opportunités et ça a été le cas. Et donc voilà, une mauvaise situation s'est transformée en un moment de félicité, on va dire. Voilà, donc ça c'est pour le côté, on va dire, un peu pire rencontre. Et pour une belle rencontre, je cherchais un voilier pour traverser de la France à l'Angleterre pour aller à Glasgow. Et donc il y a un plaisancier, Patrick, qui m'a accueilli sur son super Harlequin. Alors un vieux gréement, je savais pas trop si on allait aller au bout, mais on y était. Et c'était assez
incroyable, quoi. C'était un monsieur avec le cœur sur la main qui aidait notamment des gens qui avaient eu des problèmes de santé. Là, il y avait un monsieur à bord qui avait fait un AVC, à reprendre confiance en eux avec la voile, qui est un super moyen pour véhiculer des très belles valeurs. Donc on a fait cette traversée, on a eu des dauphins, enfin c'était juste un moment incroyable et il l'a fait pour moi, quoi. Bon, après on l'a fait aussi pour aller boire des coups avec ses copains en Angleterre, quoi, mais c'était vraiment très cool, quoi. C'était assez incroyable. C'est super. Et Clément ? du coup, pour rebondir, effectivement, en général, quand on a des mauvaises rencontres ou des mauvaises surprises, c'est la porte ouverte pour avoir des bonnes rencontres. Moi, j'ai envie surtout de parler d'une magnifique rencontre où j'ai pris véritablement une claque de sagesse sur mes premières aventures. C'était sur un tour de stop, en autostop en Nouvelle-Zélande. Et au sortir d'une nuit chez des gens où dire ça va pas être possible de rencontrer des gens plus sympathiques. Au final, le soir même, alors qu'il pleuvait et que les conditions n'étaient pas très bonnes, il y a des gens qui se sont arrêtés et qui allaient dans l'autre direction pour nous dire mais qu'est-ce que vous faites? Allez pas là-bas, il est tard. Et on a passé au final 24 heures avec eux, où le lendemain ils nous ont déposés sur notre route en nous laissant des chips, des bières, etc. Moi, ils m'ont posé, ils nous ont posé. J'avais l'impression d'avoir quitté ma famille d'accueil, alors que pas du tout. C'était des gens qui nous avaient pris sur le bord de la route et qui nous avaient tout donné gratuitement, sans rien attendre en retour. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, si tout le monde est dans cet état d'esprit de donner comme ça, sans rien en retour, il n'y a plus de problème. Et vraiment, ça a été une rencontre particulièrement forte et particulièrement éclairante sur la vision des choses, de l'aventure et le don gratuit, tout simplement. Je me permets rapidement. Tout à l'heure, on en discutait avec Evan aussi, qui est présent ici, mais je lui disais, il est venu me discuter avec moi, en tout cas pour dire, mais pourquoi tu fais ça, etc. Mais certaines personnes se sentent différentes des autres, ont d'autres ambitions, ont d'autres volontés, en tout cas peut-être plus recentrées sur l'humain et sur des valeurs collectives. Si vous vous sentez différent, arrêtez de culpabiliser, en fait, assumez cette différence et allez-y à fond. Éclatez-vous à travers ce qui a du sens pour vous et il n'y a pas besoin de tout le temps se dire est-ce que je rentre dans le cadre, est-ce que ça va fonctionner, foncez, faites et vous verrez que ça fonctionnera très bien en tout cas et il faut juste travailler et croire en ses rêves et il n'y a pas de limite, il n'y a vraiment pas de limite. Très jolie conclusion. Merci beaucoup messieurs, dames. Merci.